Emmanuel Chevreul, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de géopolitique, diplômé de Sciences Po, observateur de la vie sartoise. Nous nous croisons régulièrement sur notre chaîne amie LMTV Sarthe, notamment lors des soirées électorales. Nous allons étudier durant ces 20 minutes la redistribution des cartes suite au premier tour des élections législatives, bien sûr évidemment centré sur la Sarthe. Tout d'abord, on peut pas y couper. On est obligé de commencer par ça. Il y a vraiment une explosion des votes du Rassemblement national. Alors une explosion, oui, bien sûr, mais comme partout en France. Par contre, ce qu'on constate, c'est que c'est quand même une continuité. C'est-à-dire que déjà, si je regresse sur les législatives de 2022, c'est-à-dire il y a juste 2 ans, pour la première fois, le RN était présent au second tour, ça n'était jamais arrivé, des élections législatives. Et de surcroît, dans 4 circonscriptions sur 5. Alors effectivement, il n'était pas premier de mémoire, sauf peut-être dans la 4. Dans la 3. Ou dans la 3, peut-être, vous avez raison. Donc vraiment, les choses se sont jouées à très très peu. Ça n'est qu'une continuité de ce qui se passe finalement déjà depuis pratiquement une vingtaine d'années. C'est-à-dire que jusqu'à il y a 20 ans, le RN était quand même assez faible en Sarthe, globalement dans l'ouest de la France. On va y revenir, oui. Mais notamment en Sarthe. Et puis depuis une vingtaine d'années, on voit le RN progresser, et notamment progresser plus en Sarthe que dans l'ouest. C'est-à-dire que la Sarthe est une espèce de porte avancée, si je puis dire, du RN depuis une vingtaine d'années, où on a vu le RN finir par faire des scores supérieurs à ce qu'il faisait en moyenne nationale. Ça, c'est il y a depuis une dizaine d'années déjà le cas, en tout cas dans les campagnes. C'est intéressant de voir ça dans un département, la Sarthe, qui, même si le département est à droite, c'est pas forcément dans l'idée la partie la plus à droite de l'ouest de la France. Non, et puis la c'est quoi la ruralité qui fait que? C'est la ruralité, parce que effectivement la Sarthe c'est pas comme la Bretagne, une terre centriste, etc. C'est une terre beaucoup plus divisée. Je rappelle que si je reprends là encore les législatives, 2012, 4 des 5 députés sont socialistes. Oui. 97 de mémoire, 3 des 5 députés sont socialistes. 2022, on a 2 de la NUPES. De NUPES, donc il y a toujours eu dans tous les cas, on est sur une terre qui est, et même la droite de François Fillon, c'était plutôt une droite sociale. Donc on est sur une terre qui est et de gauche et de droite en fait. À la fois, oui. Avec sociologiquement plutôt, c'est ce qu'on dit, plutôt l'est l'est qui est plutôt un peu à gauche et l'ouest qui est plutôt à droite. Mais c'est plus. Jérôme Fourquet, d'ailleurs, on va y revenir plus tard, a étudié ça dans son dernier livre, Depuis le canton d'Écomois. Et lui, il y voit d'ailleurs un clivage depuis la Révolution entre une partie plus royaliste, proche de l'Anjou. C'est ça. C'est les restes des Chouans. Voilà, Je rappelle que les Chouans sont allés jusqu'au Mans et on garde. Et que la Vendée militaire couvre une bonne partie du Maine-et-Loire, d'ailleurs. C'est ça. Et donc, on comprend et notamment tout le Saumurois, etc. Et effectivement, on a plutôt une tradition d'un Est sartois plutôt à droite. Et plus déchristianisé, c'est intéressant de dire, oui. Et un Ouest qui est le reste des Chouans, qui était près des ports de Mayenne, etc. Et donc, Jean Chouan venait de Mayenne, d'ailleurs, ça voilà, rappeler, et donc qui ont plutôt une tradition de droite. Justement, ce qui est intéressant, c'est d'analyser une sorte on va mettre des guillemets, une sorte de quintet des circonscriptions. Ce que je veux dire par quintet, c'est que c'est très simple, c'est que je suis allé sur le site, pour le coup, c'est le site du Monde, même si d'autres sites ont dû le faire, une infographie qui calcule les résultats des européennes, parce qu'on a oublié, mais c'était il y a seulement 3 semaines, avec les résultats des différentes listes par circonscription. C'est pas des résultats que vont donner le ministère de l'Intérieur, parce que ça n'a rien d'officiel, c'est pas la même élection. Et c'est intéressant, c'est que à ce moment-là, la circonscription qui a le moins voté pour le Rassemblement national, ça va être la première avec 31%. Ensuite, c'est l'autre circonscription urbaine, la seconde, après la 5e, la 4e, et celle qui avait clairement le plus voté RN, c'était la 3e, avec à ce moment-là, je retrouve mes chiffres, 41% des électeurs aux européennes qui ont voté RN, et on retrouve, je mets encore une fois des guillemets, le même quintet aux élections législatives de la semaine dernière. C'est là qu'on voit que c'est pas forcément le candidat qui fait la différence, c'est-à-dire qu'il y a toujours un peu cette ambivalence, ou plutôt cette dualité urbain-rural, avec la première et la 2 plus urbaine, on vote moins RN, 10 points de moins quand même, parfois, et le rural, la 3e notamment, qui couvre pas le Mans, on vote beaucoup plus RN. Mais ça appelle ça 2 réflexions. La première, ce que vous disiez, c'est qu'effectivement, les gens votent d'abord une étiquette, même si l'ancrage local joue, on va pas se raconter d'histoire, et voilà, mais ça reste une élection mine de rien nationale. C'est ça, tout à fait. Et pour les électeurs, globalement, c'est bien une élection nationale. Oui. On vote pour un gouvernement, on vote pour une majorité. Par contre, ce qui est aussi intéressant, c'est que on retrouve le score. Le RN retrouve son score d'il y a donc 3 semaines. Par contre, il ne mord pas à côté. C'est-à-dire que sont devenus, parce que en fait, le vrai score de l'extrême droite il y a 3 semaines, c'est pas 31, 32,5, c'est
38-39%. Parce qu'il y avait les voix de Reconquête ou autre. Il y a Reconquête, il y a un petit peu quelques listes d'extrême droite, mais globalement, c'est 39%. Or là, on est à 33%. Et sur la Sarthe, c'est pareil. Ça veut dire quand même que, je dis pas qu'il y a eu un reflux, mais je dis que... Parce que le nombre de voix, ça augmente avec une plus grosse participation. Voilà, mais ça veut dire que... Une sorte de plafond d'après vous? Je sais pas, non, je pense que alors là, l'histoire du plafond, des plafonds de verre, machin... C'est légendaire. Faut arrêter, là, c'est fini, on a bien vu que ça marche pas. Non, par contre, ce qui est sûr, c'est que ils ont peut-être moins fait le plein que ce qu'on a imaginé, ou que ce qu'on veut bien dire d'ailleurs par moment, et que du coup, effectivement, peut-être il y a eu plus de mobilisation ailleurs. Après, le RN a mobilisé beaucoup, hein. Mais je pense qu'effectivement, il y a des gens qui sont peut-être il y a des gens de Reconquête qui ont clairement voté RN, et je pense qu'il y a des gens qui avaient voté RN qui sont retournés tantôt vers le camp présidentiel ou qui sont pas allés voter d'ailleurs. Et la différence entre le RN et les autres partis, c'est que les autres partis ont tous mis en avant, quasiment, je parle pour tout du moins les grands candidats, ceux qui ont ou qui auraient pu être au deuxième tour, des têtes d'affiche locales. Le RN, c'est beaucoup plus bigarré. On a Marie-Caroline Le Pen, elle-même dit qu'elle n'est pas sartoise. Dans la troisième, il habiterait depuis pas longtemps. Il n'y a pas à part peut-être Pierre Vaugarny, qui était représentant syndical, agricole. Sinon, il n'y a pas d'homme politique influent, comme il y a pu avoir à une époque avec Raymond de Malherbe. Mais alors, Raymond de Malherbe, pour moi, c'est une exception. D'ailleurs, il est reparti. Oui. C'était le premier, et jusqu'à preuve du contraire, le seul en Sarthe qui était vraiment un RN implanté. Ce que je veux dire, c'est que effectivement, les personnalités locales, ça compte pas vraiment, ça compte un peu. Et alors là, je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je pense que justement, Marie-Caroline Le Pen, c'est quand même les gens votent pour une personnalité quand même si effectivement elle est parachutée, ok. Mais c'est Madame Le Pen, comme en plus cette circo-là a eu Joël Le Teul, qui est quand même un bonhomme, François Fillon qu'on ne présente plus, et Stéphane Le Foll qu'on ne présente plus. Oui, c'est une circo à personnalité. Oui. Voilà, c'est ça. Après, je me rappelle, c'est pas vieux, 2017. Les élus, c'est la vague macroniste. Pour les élus macronistes de 2017, je sais pas leur faire, les insulter, que dire que Damien Pichereau, qui a été élu sur la première, était totalement inconnu. Oui, c'est vrai, oui. D'ailleurs, il a redisparu depuis. Il ne s'est pas représenté. Voilà, on l'a jamais revu dans le département. Pascal Fontenay-Personne. Alors, Pascal Fontenay-Personne, elle reste un peu derrière, mais voilà, elle a fait un mandat, elle n'avait pas fait de politique avant. On a vu arriver comme ça des gens qui n'avaient pas fait. Donc ça, je veux dire, et je me souviens, pareil, du PS dans la vague de 80, etc. Donc, justement, c'est propice. Les Sartois, en fait, voit ça comme une élection nationale où on vote pas pour la personne, mais on vote pour le parti. Pas que les Sartois. D'où effectivement des candidats. Alors c'est vrai que le RN présente parfois des candidats un peu iconoclastes quand même. Hein. On a surtout, c'est assez étonnant, ce jeunisme, mais qui est un peu héritier du macronisme. Hein. Oui. Il y a cette mode du jeunisme en France depuis Macron. On va revenir à l'ouest de la France. Tout à l'heure, vous avez parlé un peu de cet ouest, terre traditionnellement modérée. C'est vrai que c'est l'ouest qui a voté majoritairement, c'était il y a déjà plus de 30 ans, mais c'est important, la symbolique est forte, le oui à Maastricht, qui a longtemps peu voté pour les partis les plus éloignés du centre. Aujourd'hui, si on regarde la carte, le jaune de la majorité présidentielle il est concentré vraiment dans l'ouest et pas en Sarthe. Ça commence à partir de l'Anjou. Ce que le sociologue sartois Jérôme Fourquet d'ailleurs appelle la dorsale de l'ouest intérieur, qui parle de la Manche pour aller en Vendée en passant par la Sarthe. C'est encore, du moins ça l'est dans son livre qui devrait demander une mise à jour, une sorte de digue au vote RN. Selon des études, l'impact du catholicisme serait pas étranger à ce vote modéré. Bon, Emmanuel Todd, il a un peu ce terme un peu inélégant de catholicisme zombie pour dire que même si les gens ne vont plus à la messe, ils ont quand même des enfants dans l'enseignement catholique, ce réflexe de voter pour des partis assez modérés de centre-droit, tout ça, bon, ça a été étudié. Est-ce qu'aujourd'hui, la Sarthe, ça peut être le verrou qui fait sauter cette forteresse? La Sarthe, c'est historiquement un pays de fracture. Est-ce que c'est le verrou? Oui, plus ou moins. C'est-à-dire, en tout cas, et le RN a très bien analysé là-dessus les choses, c'est-à-dire qu'ils ont très bien compris que c'était en tout cas, comment dire, non pas une forteresse avancée, mais une digue avancée, si je puis dire. Et effectivement, je crois que parce que la Sarthe, sociologiquement, il y a aussi tout simplement cette proximité de Paris qui fait qu'on est entre deux. Voilà, sociologiquement, on est un département qui... une sorte de pivot. De pivot, et qui effectivement est une espèce de... Si aujourd'hui le RN arrivait à avoir 3 députés en Sarthe, je pense pas au-delà, ce serait vraiment montrer que là, oui, il y a une avancée, que là, les digues ont sauté. Et du coup, c'était Marie-Caroline Le Pen, d'ailleurs, qui avait parlé de, je sais plus, mais je crois de poste avancé
En gros, pour le RN en Sarthe. Le terme est très juste. Comment ça pourrait se traduire? Concrètement, on n'est plus sous la Révolution française. Il ne va pas y avoir des Sartois qui vont faire une forteresse. Ça pourrait se traduire par exemple, plus d'élus RN grâce ou à cause, c'est selon la Sarthe, par exemple, au Conseil régional à Nantes, sachant que c'est 15 sièges sur 93 qui sont occupés par les Sartois. On peut imaginer comme ça? Alors, moi, surtout, là où je vois que c'est intéressant d'un point de vue d'observation. Oui. C'est plus... Alors, sur la région, oui, d'abord, la région, c'est 2028. Il va se passer des trucs encore. Donc, on peut imaginer, c'est plus compliqué, on peut imaginer qu'il y ait des listes RN. Alors, c'est pas au Mans. Au Mans, le RN, il fera jamais rien. Enfin, le Mans, qui d'ailleurs, sociologiquement... Dans les 5 circos, n'a pas mis le RN en tête dans une seule. Non, mais c'est le Mans, à la différence qui montre d'ailleurs qu'il y a un petit reflux quand même, parce que encore une fois, on retrouve ce clivage ville-campagne. Je rappelle que le RN était en tête au Mans au soir du premier tour pas au premier tour, au soir des élections européennes, ce qui était déjà un événement. Pour la première fois. Mais en fait, il n'y a pas eu de reflux, il y a eu surtout plus mobilisation des autres. Ça, voilà. C'est comme ça qu'on peut l'expliquer. Mais tout ça, parce que c'est aussi ça, c'est le reflet complètement de ce qui se passe en France. C'est-à-dire qu'on a 2 France. C'est pour ça que c'est compliqué même de projeter aujourd'hui en fonction du score, parce que c'est pas tellement. On est d'accord que les gens, les électeurs votent pour des étiquettes et pas pour. Mais le découpage des circonscriptions fait qu'effectivement, et assez logiquement, vous avez beaucoup de circonscriptions urbaines, merci, et qui elles votent ou ensemble, donc ou pour la majorité présidentielle ou pour la gauche. Et c'est ce qui fait que c'est pas si évident. C'est-à-dire qu'on va avoir peut-être dimanche soir, des circonscriptions qui vont élire très largement des députés RN, des circonscriptions les plus rurales. Voilà, un peu dans toute la France. Et puis, au contraire, on est beaucoup plus dans une situation un peu à l'américaine, d'ailleurs, ce qui est un peu inquiétant au demeurant. On voit le climat social américain, c'est vrai. Ouais. Mais en fait, ici, vous avez de plus en plus en France, alors sauf qu'on n'a pas 3 blocs, on n'a pas 2 blocs, on en a 3. Ce qui change aussi un peu la donne. Mais on a bien, effectivement, des campagnes qui votent largement et de plus en plus largement. La carte le montre, Et la carte le montre. Et à l'inverse, des villes... Les cartes de Sarthe et de France, d'ailleurs. Voilà, et des villes qui votent beaucoup plus, ou majorité présidentielle, ou nouveau Front populaire. Et du coup, je reviens à la question initiale. Quand le RN utilise cette propre rhétorique de poste avancé sur l'Ouest, on a étudié un peu cet Ouest traditionnellement très modéré, comment, si la Sarthe, c'est un peu, entre guillemets, le verrou qui saute, comment ça peut se traduire politiquement? Ça peut se traduire sur les municipales. Qui ont lieu en 2026. Qui ont lieu en 2026, non pas sur le Mans, mais sur des villes moyennes. Alors, ça peut être des petites villes où vous pouvez avoir des candidats RN plus ou moins affichés. Il y en a déjà, Il y a déjà des maires qui sont plus ou moins affichés RN, qui ne le disent pas trop. Aujourd'hui, la parole, elle se libère, donc ils vont, je pense, le dire plus facilement. Et ça jouera derrière. Puisqu'ils auront des relais à Paris après. Voilà. Et je rappelle que derrière, il y a les sénatoriales. Alors, je dis pas qu'on aura un sénateur RN, ça, je serais quand même fort surpris. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on voit déjà, de toute façon, le RN progresser au moment des sénatoriales. Et puis, il y a déjà eu, jusqu'à maintenant, à part au Mans, personne n'osait faire de liste RN. Et au Mans, c'était voué à l'échec. Aujourd'hui, on peut imaginer dans certaines communes de la Sarthe, je pense, alors ça a déjà été le cas, je crois, à Sablé de mémoire la dernière fois. Ça peut être à Sablé, ça peut être à La Flèche, ça peut être à Saint-Calais, ça peut être à Mamers, voilà, dans diverses communes un peu plus importantes, où on peut imaginer des listes estampillées RN et qui, pour le coup, ont des réelles chances. Je reprends l'exemple de Mamers parce qu'il est frappant. Mamers, votre ville d'origine. Voilà, Mamers, avec pourtant là un Jean-Carl Grenier quand même bien ancré localement, dont la suppléante est Anne Beauchef et la femme du maire et la conseillère régionale est connue, etc. Famille implantée. Totalement, en tout cas depuis 10 ans. Et où là... au premier tour des législatives. Sur Mamers, c'est le Rassemblement national qui arrive en tête. Et là, je reviens à 2028, puisque vous me posiez la question. Les départementales. Les départementales. Et je sais que c'est déjà dans la tête depuis déjà longtemps, des élus, notamment de droite, parce que c'est pas les cantons du Mans qui sont à gauche qui sont menacés. Mais en 2028, c'est vrai que des cantons ruraux, je pense à celui de Saint-Calais, celui de Dominique Leménaire, je pense évidemment à celui de Fresnay, on revient à celui de Mamers, c'est d'autres cantons, alors encore plus peut-être les cantons du Lude, Château-du-Loir, etc., qui sont des cantons, les fameux cantons de la 3e circo, qui peuvent très bien basculer, et on peut en 2000... Alors, je vous dis, il va se passer d'autres trucs. D'ici 2028, là. C'est loin. 2028, c'est loin. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la donne, elle va changer et qu'on peut très bien se retrouver en 2028 avec, non pas un département RN, mais en tout cas un département à l'image finalement du pays, c'est-à-dire
avec un bloc de gauche, un bloc de droite modérée et puis un bloc RN. C'est tout à fait Ce qui est intéressant, possible. ce que vous dites, c'est qu'on note que le camp de la majorité départementale, et là on se projette pas en 2028, il est un peu divisé entre ces deux tours, même avant le premier tour d'ailleurs des élections législatives. Même si elle n'est pas membre de cette majorité, elle en est proche. On a la Sartoise, présidente de région, Christelle Morancet, qui aurait pu faire profil bas, mais qui a quand même le courage de ses opinions et qui elle appelle à faire un ni-ni, c'est-à-dire ni Rassemblement National et ni candidat de l'union de la gauche. Elle dit on va pas faire le tri là. J'étais assez surpris parce que. Mais ça fait quelque temps qu'en fait elle a souvent les mêmes positions, assez proches de celles d'Édouard Philippe, mais toujours un peu plus loin. Ouais, toujours. Elle va plus loin. Édouard Philippe n'est pas allé. Il a dit ni RN ni LFI, c'est pas la même chose. Elle va assez loin, mais même si on regarde en Sarthe aujourd'hui, il y a des positions, il y a des élus de droite qui ont eu des positions très clairement anti-RN. Je pense à Emmanuel Franco, qui est quand même pas n'importe qui. Emmanuel Franco, c'est le président de l'association des maires, qui a été beaucoup plus clair que, enfin pas beaucoup plus clair que Christelle Morancet, mais qui pour le coup a une position beaucoup plus... Et qui était candidat malheureux sur la 4e circo en 2022. Tout à fait, et en 2017. Mais Emmanuel Franco a une position très anti. Lui, il n'est pas ni-ni, lui, il est anti-RN, c'est clair. Je pense que ce qui se joue derrière, pas complètement, on n'est pas donné un peu, c'est aussi la succession de Dominique Le Menner au département. Vous pensez que ça peut jouer ? Je pense que certains, alors je dis pas qu'ils n'ont pas des convictions. Déjà, ça sous-entend qu'il va pas se représenter. Oui, c'est pas, enfin. Mais il a déjà 65 ans peut-être. Non, et puis on va pas se raconter d'histoire, on peut le dire. Enfin, je veux dire. Clairement, on sait que Dominique Le Menner serait tenté par les sénatoriales. C'est une info officielle ou c'est des rumeurs ? C'est pas une info officielle parce que c'est pas moi, si c'était une info officielle, c'est pas moi qui la donnerais. On sait que ça me titille, donc de toute façon. Et puis effectivement, comme vous le dites, Dominique Le Menner, en 2028, il aura 70 ans. C'est ça. Donc on peut imaginer, alors même si on peut rester au-delà, il n'y a pas de limite d'âge, mais on peut imaginer qu'en tout cas... que l'après Dominique Le Menner se calcule maintenant. Et que, bien sûr. Bien sûr. On va finir d'ailleurs cette émission sur ces élections législatives. Historiquement, le Front républicain ou le réflexe républicain qui consiste à voter pour n'importe quel candidat pour faire barrage à l'époque au FN ou maintenant au RN, souvent on a l'impression que c'est plus un réflexe de gauche. Et d'ailleurs on le voit aujourd'hui où à ce jour il y a quand même peut-être pas 2 fois plus, mais j'ai pas les chiffres exacts, beaucoup plus de candidats de l'Union de la gauche qui se désistent que des candidats de la majorité présidentielle. Et en Sarthe, il y a quand même 2 inconnus. C'est notamment la première circonscription où Giscane Bonnet se retire, mais Giscane Bonnet, directrice d'école LFI, c'est pas forcément un électorat qui va aller spontanément vers Julie Delpech, candidate de la majorité présidentielle. L'autre inconnu, alors plus grosse inconnue, c'est la 4e. On a Sylvie Cazenave-Perret, chef d'entreprise, très implantée dans la circonscription, candidate de la majorité présidentielle, qui se retrouve en fait avec un potentiel report de voix sur une députée sortante LFI. C'est pas naturel ça. On est d'accord. Alors sur la une, je pense que malgré tout, si vous voulez, ce que vous disiez vous-même, on est sur une circonscription qui est quand même urbaine. Pas que, il y a une grosse partie campagne, mais il y a la partie du Mans, il y a le nord du Mans, et puis il y a aussi toute la partie de l'agglomération alençonnaise. Pas l'oublier non plus. Donc on est vraiment sur une circonscription où vous avez des parts campagne, mais vous avez du gros périurbain et urbain. Et j'aurais tendance à penser que cet électorat-là va pas se reporter sur le RN, peu probable. Et donc, même en se bouchant le nez, il ira plutôt voter pour Julie Delpech. La 4, c'est différent. La 4, on est sur une circonscription. Il y a une partie rurale, il y a une partie ouvrière. C'est aussi ça important. Et effectivement, je pense que l'électorat de Madame Cazenave-Perret... qui a quand même fait 25% des voix. Voilà. Alors, c'est pas la même chose en plus. Dans la première, c'est un électorat de gauche que vous disiez, qui plus attaché au Front républicain, et donc qui plus spontanément va aller voter Sylvie Cazenave-Perret, 37% à Solesmes, même si c'est une petite ville. Est-ce que ces personnes-là votent Église Le Boucher ? On peut se poser la question. On peut se poser la question, c'est pas franchement naturel. Et d'ailleurs, en 2022, il faut comparer avec 2022. En 2022, ce qu'on disait, c'était qu'il y a le report des voix, parce qu'il y avait aussi une candidate socialiste sortante d'ailleurs qui a fait 13%. Donc le report des voix vers Madame Le Boucher, il s'était pas fait très bien. En tout cas, pas spontanément. Après, on était dans une situation différente où le RN n'était pas aux portes du pouvoir. Donc, ça change aussi un peu la donne. Mais on peut imaginer effectivement que sur la 4e, ça va être intéressant en tout cas de le regarder,
on imagine mal l'ensemble de l'électorat de Madame Cazenave-Perret se reporter comme un seul homme sur Madame Le Boucher. Ça va être compliqué. Ça peut passer parce que Madame Le Pen, elle a fait quand même que, si je puis dire, elle a fait que 39%. C'est déjà énorme. Enfin, c'est beaucoup par rapport au score du RN avant, etc. Mais ça veut dire que c'est quand même, il y a 10 points à récupérer et si on part par là, il n'y a pas forcément de réserve de voix. Donc, ça va être encore kiff bourricot. Après, j'ai pas pour l'instant cité le dernier désistement qui est celui de Christophe Rouillon, maire de Coulennes. En faveur de Gruguier parce que on peut imaginer que ça serait moins surprenant qu'il y ait un véritable report à ce niveau-là. Oui, là je pense que d'abord on est sur un candidat qui était socialiste. C'est pas centre-gauche à centre-droit. Centre-gauche à centre-droit. Après, encore une fois, on n'a pas de boule de cristal. Non, mais on peut imaginer aussi, pareil, il y a quand même cette grosse partie du Mans, là pour le coup, qui avait beaucoup voté Rouillon, dont on peut assez largement imaginer qu'elle va plutôt voter Grelier. Il y a quand même un ancrage local. On n'est pas là à faire des pronostics, mais on se dit qu'effectivement, en tout cas, alors il fera pas le score qu'il a fait la dernière fois, mais il peut espérer l'emporter. Je pense que pour Madame Le Boucher, ça va être beaucoup, beaucoup plus compliqué. On va finir rapidement les 2 dernières circos. Il reste la seconde, où Marietta Caramanli est en ballottage favorable avec 2400 voix d'avance face au candidat les Républicains à droite RN. Qui, lui, pour le coup, a peu de réserve de voix. Tout à fait. Sachant que Samuel Chevalier s'est désisté au profit de Mme Caramanli. Voilà. Et puis, Mme Caramanli, là encore, c'est pas c'est pas leur faire des honneurs de dire ça, mais Mme Caramanli, même si elle est plus au PS, elle est quand même issue du PS, elle a une image plutôt modérée. Samuel Chevalier a été assez clair dans son désistement, lui-même étant plutôt de la droite modérée. Encore qu'il s'interroge sur l'appartenance au nouveau Front Populaire. Oui, je peux comprendre, parce qu'effectivement, elle est quand même en rupture de banc avec le Parti Socialiste. Il n'y a pas d'effet repoussoir, voilà. Et la dernière circo qu'on n'a pas encore abordée pour ce second tour, c'est la troisième. Ouais. Où là, Éric Martineau a quand même 12 points de retard. Il a quand même, alors lui, c'est le seul, pour ce coup, il n'y a pas de litote. Il n'y a pas ce côté, par exemple, Giscard Bonnet qui dit aucune voix ne doit aller au RN, mais qui ne cite pas Jules Delpech. Là, on a quand même tout le monde entre guillemets, le maire de la Flèche, la maire de la Flèche, l'ancienne députée, tout le monde qui appelle à voter Éric Martineau. La candidate sortante. Qui ne pouvait pas se représenter parce qu'elle n'avait pas 12 000 inscrits. Mais... Elle a manqué pour 400 voix. Voilà, mais qui a été, qui a été très claire. Qui est syndicale, qui est NUPES, qui est quand même très à gauche. Oui, on est d'accord, mais qui a été assez clair là-dessus. Parce que là aussi, on a un Éric Martineau qui est quand même un personnage assez consensuel. Voilà, donc Modem, agriculteur, ex-maire de petite commune, chenu, très ancré localement. Je rappelle que ça s'est joué malgré ça, déjà la dernière fois. Face à Bruno Pinson à 2%, 49-51 à peu près. Ça va être quand même très, 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 très compliqué. Là. D'ailleurs, la dernière fois, pour l'anecdote, Bruno Pinson était élu jusqu'au moment où les résultats de la Flèche, qui est la plus grande ville, sont tombés et ça fait la bascule. Et sauf que là, la Flèche, je crois, pas dire de bêtises, a mis le RN en tête. Il y a quelques communes qui ont mis Éric Martineau en tête. Bon, Chenu. Bon, ok, mais Chenu, c'est. Il y a Montval. Donc ex-Château-du-Loir. Mais par contre, la Flèche a voté, je crois que la Flèche a mis le... Oui, effectivement, comme la majorité des communes. Ce qui est quand même, ce qui est un peu inquiétant pour Éric Martineau, clairement. Merci Emmanuel Chevreul. Donc vous êtes professeur de géopolitique, diplômé de Sciences Po, observateur aiguisé de la vie sartoise. Un plaisir de converser avec vous. Merci. Encore une fois, on n'a pas de boucle de cristal, mais on a quand même essayé de débrayer l'avant et l'après élection législative. Émission retrouvée en podcast sur rcf.fr. Merci. Merci à vous.